les 40 prochaines minutes avec notre invité ce matin, c'est Thomas Mekich qui est là. Salut Thomas. Salut Virginie, salut l'équipe. Et bienvenue dans le studio de Move. J'accueille aussi notre monsieur interview de la matinale, c'est Valentin. Salut Valentin. Salut Vivi, salut Thomas, ça va bien la forme? Ça va, merci. Alors je crois, mais je suis vraiment pas sûre qu'on va parler football ce matin. Ouais, pour le coup, on est avec l'homme de la situation, Thomas Mekich, journaliste et chroniqueur chez Téléfoot et présentateur de l'émission L'Après-Match sur TF1. Thomas, t'es avec nous pour parler de ton émission, de Kylian Mbappé, débriefer les derniers matchs de l'équipe de France, plein de choses. D'ailleurs, les Bleus, donc, ils jouent ce soir contre la Belgique. À chaud comme ça, un petit pronostic. Ah ouais. Allez, 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Ouais. Et j'ai parlé avec beaucoup de Belges. On a une chroniqueuse belge dans l'émission qui s'appelle Séverine. Elle nous a dit vous allez gagner demain soir. Okay. Donc vu qu'elle est de là-bas, je peux ça que la légitime suivre. ton prono. Voilà, but de qui du coup? But de, j'allais dire quoi instinctivement? Mbappé, Griezmann. Voilà, les deux qui sont pas là. Je crois que Thuram est titulaire, donc un petit but de Thuram. Et allez, Barcola on fire en ce moment. Okay. Bon Thomas, tu es journaliste chroniqueur de l'émission Téléfoot le dimanche matin sur TF1. Tu présentes aussi ta propre émission, on va en parler, qui s'appelle L'Après-Match. Mais on va s'intéresser avant ça à l'équipe de France. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire ce que tu as pensé des premiers matchs des Bleus en Ligue des Nations? Donc il y avait contre l'Italie, victoire contre l'Italie, la Belgique et Israël jeudi dernier. Alors, victoire contre Israël, on va dire assez encourageante parce qu'on en met 4, même si ça s'est décidé en fin de match. Mais comme on dit souvent dans le jargon, un match dure 90 minutes. Pour le reste, il doit reconstruire Didier Deschamps. Il y a eu beaucoup de départs à la retraite. Après, on a un sacré vivier quand même en équipe de France. Il y a de la jeunesse. Même si c'est vrai que quand t'entends départ de Griezmann, ça met une claque. Départ de Varane, départ de Lloris, départ de Giroud, tu te dis waouh, c'est tous nos champions du monde en fait. Mais on reste la France, on a quand même un vivier de dingue. Tu regardes les jeunes qu'on a aujourd'hui, je pense en premier lieu à Barcola. Tu te dis n'importe quelle équipe du monde aujourd'hui rêverait d'avoir Barcola. Je pense à Olysée qui vient de signer au Bayern cet été. Il y a encore du lourd à venir, mais il faut reconstruire. En fait, on a trop l'habitude de manger du caviar en équipe de France. C'est vrai, tu vois. Et quand il y a des petites périodes où on nous dit oh, calmez-vous, là, va falloir un petit peu temporiser. On est là, voilà, on est là, genre attends, comment ça? On est les Bleus quand même. Non, juste temporisons un peu. Moi, je suis persuadé que pour la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, on aura une super équipe, on sera confiant. Mais de temps en temps, voilà, calmez-vous. L'une des nouveautés aussi, c'est le Capitana. Là, c'est Aurélien Tchouaméni qui a été choisi à la place de Kylian Mbappé. Ouais. Tu penses quoi, toi, de ce choix? C'est Le choix de capitaine, ça fait quand même quelques années. Effectivement, c'est un intérim. Il avait le choix, Didier Deschamps. Il y avait Mike Maignan aussi, le gardien, qui était dans les tuyaux. Tchouaméni, milieu de terrain du Real. Ça fait plusieurs années qu'il est en équipe de France. Il a une voix qui porte dans le groupe. C'est un boss, c'est un patron. Tchouaméni, au même titre qu'Mbappé, au même titre que Maignan aujourd'hui. Donc moi, le choix, il me paraît logique. Et contre Israël, il a parfaitement assumé son statut. Ouais. Donc aucun problème. Il a fait un gros match et sur le terrain et aussi dans la motivation avec ses coéquipiers, dans le vestiaire avant, pendant le match. Donc non, franchement, rien à redire. Donc là, il vient remplacer Kylian Mbappé. Il faut qu'on parle un peu de Kylian Mbappé. T'es sûr? Il ne devait pas jouer en équipe de France à cause de sa blessure. Ouais. Il a quand même joué avec le Real récemment. Ouais. Là, il a eu une escapade en Suède qui a été très commentée. Ouais. C'est quoi le problème avec Kylian Mbappé? Je suis pas sûr qu'il y ait un problème. Le problème, c'est que je vais te dire quel est le problème, c'est que le moindre de ses faits et gestes est décortiqué. Ça va avec son statut aujourd'hui, je crois qu'il en est conscient. Il le répète assez régulièrement que quand on est un joueur de son niveau, malheureusement, le moindre écart, et là je parle même pas d'écart, mais tous tes faits et gestes sont épiés constamment. Donc ce que j'en pense, en vrai, si vous saviez la vie des footballeurs, ce qu'il a fait là, partir potentiellement de Madrid, aller en Suède, une tonne de footballeurs le font. C'est la vie des footballeurs. Pour aller au restaurant, ils sont capables de prendre un avion, ils vont au restaurant, ils reviennent. Rien nous dit que quand il a été pris en photo en Suède, à 17h, il n'était pas en soins à Madrid, il a fait sa soirée là-bas, il est revenu. Après, je juge pas, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, c'est pas mon rôle, mais on n'a pas toutes les données les joueurs disaient en conférence de presse, parce qu'on les a interrogés, qu'il n'y avait pas de problème en fait. Ils étaient en contact avec lui et qu'il les a même encouragés, il a vu le match. Enfin, il y a zéro polémique. Didier Deschamps qui nous disait qu'il l'a appelé avant la rencontre face à Israël. Après, je sais pas, peut-être qu'il y avait mieux à faire, peut-être que tout ce qu'il a fait est parfaitement normal, mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que quand ils viennent pas en bleu, ils sont à disposition de leur club. Donc ils n'ont rien à justifier vis-à-vis de l'équipe de France. Après là, le motif c'était, il est blessé, il a des soins à faire. Là, peut-être qu'il aura à répondre à ces questions et qu'il y répondra très bien, qu'il dira écoutez, j'étais en soins tous les jours, tac, 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 et oui, je suis parti un soir me faire un resto, une soirée, je suis revenu. Voilà, le problème c'est qu'on a trop l'habitude de commenter, de tout analyser, de tirer des conclusions sans forcément toujours avoir
toutes les données. Ouais, même niveau écologique, mais c'est pas ça qui a été vrai. En ce moment, c'est Didier Deschamps. En ce moment, ça fait déjà un petit moment. On lui reproche parfois un manque de fond de jeu. Est-ce que, même s'il a remporté la Coupe du Monde, une Ligue des Nations, est-ce qu'il n'est pas temps qu'il quitte son poste? Est-ce que pour toi, c'est encore l'homme de la situation? C'est son ressenti, et je vais te le dire très très sincèrement, est-ce que c'est l'homme de la situation? Moi, j'ai tendance à faire confiance à un coach qui nous a amené une Coupe du Monde, qui nous a amené en finale d'une deuxième Coupe du Monde qu'on a failli gagner. Ça s'est joué à un tir au but. Deuxième Coupe du Monde qu'on a failli gagner. Ça s'est joué à un tir au but. Si on gagnait cette deuxième Coupe du Monde au Qatar, je t'assure qu'aujourd'hui, tu ne me poses pas cette question. Ouais. Vraiment. Ça s'est joué à un tir, et c'est pas Didier Deschamps qui l'a tiré, ce penalty. Donc, si lui se sent, vu sa carrière, vu ce qu'il a fait, vu qu'il a apporté à l'équipe de France, c'est pareil. J'ai envie de lui donner un peu le temps de voir ce que ça va donner. Il y a une Coupe du Monde, je pense pas qu'il ira après la Coupe du Monde 2026, mais ne serait-ce que pour les 2 dernières Coupes du Monde, 2018 qu'on gagne, 2022 où on arrive en finale, et je le répète, ça se joue à un tir. J'ai envie de lui donner ce petit crédit, de dire. Après, c'est vrai que c'est pas toujours beau, ce sera le premier à le dire. C'est le premier à le dire, ok, mon jeu, il fait pas toujours rêver, mais les 3/4 du temps, ça gagne. Alors, on parlait tout à l'heure de Didier Deschamps, de l'équipe de France, et j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, notamment tous ces cadres historiques de l'équipe de France qui ont mis un terme à leur histoire avec les Bleus, que ce soit Griezmann, il y a Lloris, il y a Varane, il y a Giroud. Tu disais tout à l'heure, il faut laisser le temps aux petits jeunes de s'installer. Mais est-ce qu'on a vraiment le temps, et est-ce que ça va pas mettre un petit peu plus en difficulté Didier Deschamps? T'es obligé, et il sait faire en fait. Il y a toujours un temps d'adaptation, et encore une fois, je vais me répéter plus ou moins ce que j'ai dit tout à l'heure. La plupart des nations du monde rêveraient d'avoir notre vivier de joueurs, les jeunes qu'on a aujourd'hui. Et tu peux pas leur dire, à peine arrivés, les mecs, vous êtes prêts? Il faut aller la gagner, cette Coupe du Monde, ou il faut aller taper l'Italie, ou il faut aller taper le Brésil, ou il faut... Non, c'est obligatoire d'avoir un certain temps d'adaptation. Didier Deschamps a une certaine expérience maintenant. Il a été joueur avant, donc il sait manager des groupes qui débutent entre guillemets avec des jeunes, même s'il reste des joueurs d'expérience. Donc non, et puis c'est un autre challenge. C'est bien aussi, c'est là aussi si tu vois si c'est un super coach ou pas. Oui, c'est super de manager des stars. Ouais. C'est facile même entre guillemets de manager des stars. Toi, c'est facile de te manager en tant que star, Virginie. Ça quand même. Voilà. Mais dans la construction d'un groupe aussi, c'est là où on voit. Et les prochains mois, tu as raison, vont être importants. Le dernier à avoir annoncé sa retraite internationale, et c'était un peu inattendu, c'est Antoine Griezmann. Est-ce que tu penses que Didier Deschamps il a une part de responsabilité dans cette décision? Je pense que c'est avant tout une usure de la part d'Antoine Griezmann, parce que mine de rien, une carrière professionnelle, et ça on s'en rend pas compte, on parle beaucoup de l'argent. On se dit tout le temps, moi pour 500 000 balles par mois, je te garantis que moi aussi je vais... Au bout de 20 ans, quand tu fais ça depuis 10, 15, 20 ans, il y a quand même une forme d'usure. Il est fatigué mentalement, il a une femme, il a des enfants. Peut-être qu'à un moment, il a envie de se concentrer juste sur son club. Là, on parle beaucoup de lui aux États-Unis très prochainement en MLS. C'est son rêve. C'est pas la même vie que quand tu joues à l'Atlético Madrid. Arrivé à un certain âge, 32, 33, 34, les mecs, ils ont aussi parfois envie d'être apaisés, de continuer de jouer au foot, mais qu'on arrête de leur prendre la tête tout le temps. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui militent pour qu'ils reviennent à un moment. Je pense qu'on n'en est pas à l'abri, entre guillemets. Je sais pas, je vois qu'il y en a qui me regardent et qui font non avec la tête. Voilà. Mais je me dis, je sais pas, peut-être à un moment, Coupe du Monde 2026, tu vois. Parce que là, tous ces matchs de Ligue des Nations, je comprends aussi que certains se disent, après toutes ces années en équipe de France, après tout ce que j'ai gagné, j'ai envie de souffler un peu. Ouais. Tu vois. Souviens-toi Zidane. Zidane, il a pris sa retraite. On l'a rappelé pour une Coupe du Monde. Il est venu et bon. Et le fait qu'il n'ait pas été nommé capitaine, ça n'a pas potentiellement été déterminant pour toi? Je pense que ça a joué. Ouais. Je pense que ça a joué aussi, ouais, parce qu'il voulait devenir capitaine. Et ça aussi, ça se comprend. C'est pas parce que tu as envie de devenir capitaine et que c'est ton pote qui le devient que d'un coup tu vas détester ton pote ou que ça va mettre une très mauvaise ambiance dans le groupe. Mais je comprends que toi, ça puisse te toucher et ça remette en cause certaines choses. C'est quelque chose qui a mûri dans sa tête, effectivement. Et il se cachait pas, hein. Il nous l'a dit à notre micro sur TF1. Il l'a dit plusieurs fois. Ouais, ça fait mal et c'est quelque chose qui m'a travaillé, qui m'a tracassé. Donc oui, là pour le coup, je pense que ça a participé. S'il avait été peut-être capitaine,
peut-être qu'il serait resté, j'en sais rien. Mais ouais, ça a participé à sa décision. Tu viens d'en parler quand ils viennent vous voir à votre micro. Toi, en tant que journaliste spécialisé dans le foot, est-ce que c'est facile de créer des liens de confiance avec les joueurs ou au contraire c'est archi compliqué parce qu'ils ont tendance à verrouiller leur com? Ça dépend avec lesquels, ça dépend aussi des tempéraments des joueurs. Il y en a avec qui c'est plus facile, il y en a d'autres dans ma carrière que j'ai rencontrés, je parle pas forcément de l'équipe de France, avec qui c'était plus difficile. Mais là, en l'occurrence, par rapport à l'équipe de France, qui a un cas bien précis, on les voit 10-15 fois dans l'année, on les suit. On était en Bulgarie il y a quelques jours, ils étaient là-bas, tac, les gars ils nous voient, ce soir ils sont à Bruxelles, et ben on sera là aussi. Voilà. Et on est plutôt cool quand même. Non mais voilà, donc forcément ça crée des liens. Après, un peu plus proche de certains que d'autres, oui, mais il n'y a aucune animosité ou quoi que ce soit vis-à-vis d'un tel ou un tel. Non, c'est toujours pro. Soit c'est pro, soit on fait ça dans le cadre pro, soit il y a un petit peu plus et on rigole ensemble. Mais c'est jamais genre non. Mais toi, en tant que journaliste pour TF1, on le rappelle, c'est le diffuseur depuis pas mal d'années de l'équipe de France. Est-ce que ça t'empêche d'être un peu critique ou pas? Alors ça dépend comment elle est formulée, la critique. Si c'est la critique pour le buzz, nous on se refuse d'y aller, et moi le premier, j'ai jamais fonctionné comme ça. Après, si vous regardez les émissions, que ce soit dans Téléfoot ou dans les après-matchs, typiquement Mbappé, vous me parliez de son escapade en Suède. Hier, on l'a évoqué dans Téléfoot avec un Vicente Lizarazu qui a eu un regard critique sur cet épisode, et moi je m'interdis pas de poser des questions il m'est déjà arrivé de faire des après-matchs avec Didier Deschamps et un joueur après une défaite. On dit mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi on a perdu? C'est un respect vis-à-vis de nos téléspectateurs de montrer qu'on sait aussi poser des questions qui peuvent déranger entre guillemets parfois. Thomas Mekich est notre invité ce matin dans quelques minutes. Entre guillemets parfois. Alors tu as peut-être suivi le Eleven All-Star 2, c'était la rencontre entre les streamers espagnols et français organisée à Madrid, c'était samedi soir. Match qui a beaucoup fait parler parce qu'il a été stoppé plusieurs minutes à la suite d'un acte raciste. En fait, il y a un spectateur qui est accusé par les Bleus d'avoir mimé un singe et proféré des insultes. Donc le racisme dans le foot, on le sait, c'est un vrai fléau. On a l'impression qu'aucun championnat aujourd'hui n'y échappe. Quel regard tu portes là-dessus, toi? Déjà, c'est pas présumé, je pense, parce que je crois qu'il y a une vidéo du gars en train de faire les gestes, donc clairement, j'ai beaucoup aimé la réaction des mecs, en fait. C'est que pendant des années, on en a parlé, et j'en avais un peu marre, moi, juste des simples messages, stop au racisme, non au racisme. C'est bien de communiquer, mais c'est pas ce qui les arrête, les mecs, en fait. Et moi, j'adore leur réaction, et les joueurs aujourd'hui qui disent « Oh, moi j'arrête de jouer, les gars », et qui va voir le mec et qui le montre du doigt et qui dit « Voilà ». C'est lui là, en fait. Et le match est arrêté. Toutes les caméras sont sur le mec qui a fait les gestes ou les cris racistes. Et derrière, le mec se fait attraper et interdit de stade à vie. Il y a eu des cas comme ça. Et enfin, en fait, il se passe quelque chose. Parce que, encore une fois, parler, c'est cool. Mais à un moment, il faut leur montrer que ça pardonne plus. Tu penses que les joueurs pro, ils devraient s'inspirer de ce genre de réaction? Ouais, mais ils le font maintenant. Moi, j'ai plein d'exemples de joueurs, notamment en Liga. Je pense à Vinicius Junior au Real Madrid, qui a malheureusement souvent été victime de ce genre de comportement. Maintenant, il s'arrête de jouer. Il va devant la tribune. Il voit le mec qui l'a insulté et il le montre du doigt. Voilà, c'est lui. Je peux te dire que la vie du gars qui a fait ça, elle est plus pareille. Quand t'as Vinicius qui te montre du doigt et qui te dit « Toi, t'es un raciste, t'as fait des cris de singe », que ce soit dans ta vie de tous les jours, au travail, même au stade, t'es le raciste qui a insulté Vinicius, c'est plus pareil. Et ça, c'est bien. Un peu plus efficace que des tweets, en tout cas. Que des tweets ou des messages publicitaires qui seront utiles. Enfin, c'est toujours important de le rappeler, le message. C'est mieux que rien, mais les actes, aussi efficace, c'est bien aussi parfois. Ce match, donc le Eleven All-Star France-Espagne, il a fait 1 million de viewers sur Twitch. Un match de l'équipe de France traditionnel, il fait dans les 4 millions à peu près sur TF1. Est-ce que vous voyez 5-6 voilà, bon. Attends, donne les bons chiffres. En tout cas, 1 million de viewers sur Twitch. Tu m'énerves depuis ce matin là. Non, mais en gros, est-ce que vous voyez un petit peu ce type d'initiative comme une petite concurrence au foot traditionnel? C'est pas une concurrence, ça se complète. À la base, par exemple, je vais te dire un truc, il y avait que la radio. Dans les années 20, toi t'étais là, tu faisais ton... J'étais déjà là, je me rappelle. Et voilà, quand la télé est arrivée, tu t'es dit mais comment on va faire? C'est quoi ce truc là, la télé? Et hop, finalement t'as survécu, tu t'es habitué. Non, ça se complète. Et à nous positionner différemment aussi. Tu vois, à Téléfoot par exemple, on a eu la quotidienne de Téléfoot sur le digital pendant des années, qui a été un carton. TF1 se développe aussi sur Twitch, sur toutes les plateformes. Donc non, c'est juste s'adapter. Aujourd'hui c'est Twitch, demain ce sera autre chose. Mais très bien, le football il a changé, le monde aussi, et on s'adapte avec. Tu l'as pas fait avec l'imitation. Il veut me mettre dans la sauce lui maintenant. Pour parler un peu de ton émission, donc tu animes l'après-match, c'est vraiment ton émission. Est-ce qu'une des forces de ce programme, c'est vraiment
mais même la principale force de ce programme, c'est l'accès privilégié que tu peux avoir avec les joueurs et l'équipe de France. Tu as tout à fait raison, c'est le cœur de cette émission, et surtout les avoir au coup de sifflet final juste après le match, avant même qu'ils aillent en conférence de presse. Les 3/4 du temps, nous ils arrivent, ils sont encore en short, le match vient de se terminer, on les a bien à chaud, tu vois, ils n'ont pas eu le temps de préparer toutes les réponses, et ça crée un vrai moment de complicité, même si on n'est pas là c'est pas un interrogatoire, on essaie de faire en sorte avec Bichente que ce soit un bon moment, et c'est vrai que c'est un kiff total, parce que avoir accès de cette manière privilégiée aux joueurs de l'équipe de France, à Didier Deschamps juste après un match pendant 30 minutes, sincèrement c'est un régal, et il se passe toujours quelque chose, il y a toujours des bons moments, et c'est un vrai plaisir de le faire, et ça marche en plus, parce que c'est cool aussi quand ça marche, et là ça marche, donc on est hyper heureux. Et tu disais tout à l'heure, en général ça se passe bien, ça reste toujours pro, même des fois il y a parfois des amitiés qui se font. Comment tu fais quand tu as des clients un petit peu plus compliqués? Je pense par exemple à Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, qui a une amitié assez forte envers les journalistes. J'ai jamais eu l'honneur et le bonheur et la chance de l'interviewer, Luis Enrique, mais j'ai tellement hâte. Voilà. Mais quand tu as des clients un peu, alors sans que ça aille forcément jusque-là, qui sont un peu on s'adapte, réfractaires à l'interview. On s'adapte, c'est-à-dire que par l'expérience qu'on a, on est capable de rebondir et de préparer plus de questions que ce qu'on avait prévu. Après, je vais te dire un truc. Moi, en ce qui me concerne, j'aime pas forcer les gens à parler. J'aime pas, si je sens que le gars en face de moi me déteste, qu'il a qu'une envie, c'est de partir, et qu'il me fait des réponses de 2 mots, à un moment, je vais pas le forcer à parler avec moi. C'est-à-dire que au bout de 30 secondes, 40 secondes, si je vois que c'est nul, même pour le téléspectateur, en fait, encore une fois, c'est un respect aussi pour le téléspectateur. Un gars qui va être là, te dire « Ouais, ok, ouais, on a gagné, c'est cool. Ouais, non, mais ok, bon merci, on va essayer d'avoir quelqu'un d'autre, et bonne chance pour la suite, quoi. » Quel professionnel. Quel professionnel, exactement. Quand la caméra est allumée, une fois que la caméra est éteinte, je lui saute dessus. C'est ce que j'allais dire. Je te connais un peu. Et puis peut-être un petit mot pour finir sur la Ligue 1. Sur le plan sportif, la saison elle a plutôt bien démarré. Il y a de la concurrence en haut de tableau. Il y a 3 équipes qui se détachent vraiment. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une des meilleures saisons de la décennie, en fait, clairement? Écoute, c'est une discussion qu'on a eue à Téléfoot. Donc tu commences vraiment à maîtriser le ballon, toi. Tu vas me donner ton numéro. J'adore. Voilà. C'est je prends des week-ends. Voilà. Non, mais t'as raison. On a eu ce débat justement où on se disait, parce que ça a tellement été le bordel, tu sais, cet été avec les droits télé, on savait pas trop où on allait. Ça s'est décidé vraiment fin août. Donc là, le fait que le championnat soit cool, ça crée un regain, et c'est vrai qu'on nous parle énormément de la Ligue 1, énormément du foot, donc nous on est trop contents que la Ligue 1 soit dans Téléfoot, et c'est vrai, comme tu dis, en haut du tableau c'est serré, comparé à d'autres saisons, tu te dis pas tout de suite le PSG va être champion, tout va être réglé hyper rapidement, donc non, c'est vraiment cool, et la Ligue 1 est passionnante à suivre cette saison. De là à dire est-ce que c'est la meilleure des 10 dernières saisons, je te dirais presque oui. Encore. Ouais, je te dirais presque oui. Il y a une équipe qui te surprend particulièrement pour le moment? Brest, ce qu'ils font en Ligue des Champions, c'est dingue en fait. C'est dingue. Alors, ils arrivent à suivre le rythme en Ligue 1 parce qu'ils n'ont pas l'effectif du PSG, pas l'effectif de Monaco ni de l'OM. Et ce qu'ils font en Champions, 2 matchs, 2 victoires, ils marquent pion sur pion. Je suis choqué carrément de ce que fait Brest. Je suis choqué et je suis trop content pour eux, vraiment. Merci Thomas d'être passé nous voir. Je rappelle que tu es journaliste chroniqueur pour l'émission Téléfoot sur Regardez TF1. Belgique-France ce soir. Bien sûr, et l'après-match. Sur TF1 et l'après-match, évidemment. De Mbappé et Griezmann annoncé ce matin. Merci l'équipe. Merci, passe une belle journée. Tu reviens quand tu veux.